Alors, je sais pas si on avait prévu de faire une introduction au départ. Je sais pas si Grégory, tu veux la faire ou Bon, je sais pas, tu fais l'intro? ouais, voilà, on peut peut-être commencer. Alors, je vais pas faire enfin, en anglais, hein, on va le faire en français. Mais juste pour dire que voilà, le groupe Amphibien s'est pas réuni depuis 2021. On avait organisé ça donc en Isère, pas très loin de la tourbière du Grand Lens. Donc, je suis animateur du groupe Amphibien depuis déjà quelques années. Et puis voilà, il y a eu le Covid, on avait ça à moitié en visio, tout ça. Mais depuis, on s'était pas encore rencontrés, regroupés pour discuter de ces différents sujets. On avait monté un projet de thèse et puis c'est tombé à l'eau. Donc voilà, donc on relance le groupe et on profite de ces nouveaux cafés des gestionnaires que RNF met en place et c'est bien pratique voilà, pour aborder le sujet et puis vous annoncer maintenant que voilà, avec Marie-Léa, on va co-animer le groupe pour que ce soit plus dynamique voilà, que j'étais tout seul. Voilà, une des problématiques qui ressort beaucoup, ben voilà, qui dans quelques mois ça va arriver, c'est les migrations prénuptiales et qu'est-ce qu'on fait quand les amphibiens en particulier traversent les routes. Donc on va vous présenter voilà deux exemples adaptés à chacun des sites sur la manière en fait d'aborder enfin, le problème ou cette problématique. Ouais, tout à fait. Donc un premier exemple avec la mare de Vauville d'ailleurs, qui avait accueilli un des premiers, tout premiers groupes voilà, amphibiens il y a déjà donc pas mal de temps. Voilà, et donc je le dis maintenant, mais donc on a programmé voilà, une prochaine réunion donc en début d'année, fin d'hiver, début du printemps plutôt. Voilà, donc on vous tiendra au courant pour la suite. Et donc je vais laisser Marie-Léa exposer la question sur son site. Ok. Donc, moi, je vais vous présenter le dispositif, tout le monde m'entend bien, qui est mis en place à Vauville, le long de la réserve naturelle, parce que c'est pas sur la réserve naturelle même. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas la réserve naturelle, la mare de Vauville, elle est située en Normandie, dans le département de la Manche, au sud du cap de la Hague. Donc, cette réserve naturelle, elle est classée depuis 76. Euh, Elle fait actuellement 60,25 hectares et elle est caractérisée par une grande zone humide douce en bordure littorale, et avec une zone en eau libre qui fait à peu près 9 hectares. Sur le site, depuis la création, on a plus de 2300 espèces qui ont été inventoriées et la réserve a une forte responsabilité pour la conservation des amphibiens, puisque sur les 17 espèces normandes, il y en a 12 qui se reproduisent au sein de la réserve naturelle. Et au niveau de la route, où on a un dispositif qui est mis en place, on est sur 13 espèces. Voilà, dont 7 qui sont vulnérables, classées vulnérables sur la liste rouge des amphibiens de Normandie, et certaines espèces remarquables à l'échelle nationale, voire européenne, comme le triton crété, et encore des espèces assez pionnières des milieux humides dunaires, comme le crapaud calamite ou encore le bélodite ponctué. Donc en 2009, Thierry Desmarais, qui était ancien conservateur de la réserve et qui a été en place sur le site pendant 20 ans, s'est rendu compte que sur la route, donc qui est en rouge là, matérialisée en rouge, la route communale qui longe la réserve naturelle, il s'est rendu compte qu'il y avait une forte mortalité d'amphibiens. Donc il a commencé à les compter et aussi à les identifier quand c'était possible. Il a fait ça entre 2009 et 2017, mais entre deux, il faisait part de ses comptages aux membres du comité de gestion. Et donc, suite à ce constat, en 2009, et au grand nombre d'amphibiens qui étaient écrasés, puisque il en comptait en moyenne 2000 par an, du coup, la route qui longe la réserve a été inscrite comme point de conflit euh, à, à restaurer et qui était inscrit aussi en enjeu prioritaire dans le SRCE. Donc, en 2012, la commune de Beauville, où est localisée la réserve naturelle, a demandé au groupe ornithologique normand, qui est gestionnaire de la réserve naturelle, de mettre en place une étude de faisabilité d'un passage à petite faune. Et dans le cas où c'était pas, si le dispositif n'était pas possible, c'était de proposer des solutions alternatives. Euh,
Donc, suite à l'étude qui a duré à peu près 1 an et puis qui a pas mal exploité les données de comptage qu'avait fait Thierry Desmarais à l'époque, ce qu'il en est ressorti, c'est que le coût était quand même très élevé puisque le couloir en fait de migration pour enfin, à peu près une distance de 1 kilomètre, et du fait en fait de cette route qui est assez petite et des accotements qui sont réduits, c'était pas possible de mettre en place un dispositif de passage à petite faune avec des collecteurs. Et donc le bureau d'études nous a plutôt proposé des mesures alternatives comme la construction d'habitats attractifs pour les amphibiens pour l'hiver en aval de la route, pour justement éviter la traversée. Mais au préalable de ces aménagements, il prévoyait quand même de mettre en place un suivi des amphibiens et notamment des tritons par micro-GPS pour voir un petit peu quel type d'habitat ils utilisaient pendant l'hiver. Et la deuxième solution qu'il nous a proposée et qui a été retenue par le comité de gestion et par la commune de Beauville, c'était de réduire le trafic pendant la période de migration, donc pendant les 2 périodes de migration, donc au printemps et à l'automne, par le biais d'un dispositif de fermeture temporaire de la route, avec des dates qui sont pas fixes, mais avec des dates qui sont modulables, puisque les amphibiens vont traverser essentiellement le soir, ou les jours où il va pleuvoir, ou en journée quand il va vraiment pleuvoir beaucoup. Et donc voilà, on se base sur les prévisions météo pour fixer des dates de fermeture. Donc en fin d'année 2017, le dispositif a été mis en place sur 1 kilomètre. Donc ça correspond à la zone en jaune qui est matérialisée sur la carte, qui est sur la gauche. Et la fermeture est matérialisée tout simplement avec des barrières. Donc avec une barrière en bois d'un côté et une barrière automatique de l'autre, parce que la problématique qu'on avait par rapport au dispositif de fermeture, c'est qu'on a une maison le long de cette route et avec des personnes âgées qui habitent sur le long de la route, et donc il fallait qu'ils puissent accéder assez facilement à leur maison. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une barrière automatique autonome sur ce secteur. Et en parallèle, on a eu des panneaux signalétiques. Alors, je les ai pas mis en photo, mais on avait des panneaux signalétiques qui, voilà, matérialisent, enfin, qui indiquent la traversée de l'amphibiens, et aussi des panneaux de communication qui expliquent pourquoi le dispositif a été mis en place et quelles sont les espèces qui sont concernées. Donc, en parallèle, depuis 2018, que le dispositif est effectif, que la route est fermée lors des 2 saisons de migration, je mets en place des suivis nocturnes en, avec l'aide de bénévoles. Ça correspond à peu près à 16 jours en période prénuptiale, à peu près la même chose en période postnuptiale. Et les suivis sont faits la nuit, en tout début de nuit, entre 20h et 1h du matin en moyenne. Après, ça peut durer moins longtemps ou plus longtemps. Ça dure un peu moins longtemps maintenant. Ça durait très longtemps au tout début, les premières années, puis maintenant, on connaît un peu mieux ce qui passe. On a diminué un petit peu les périodes de suivi. Et les comptages sont faits donc à vue avec l'aide de lampes. Et on va identifier les espèces, l'âge et le sexe des individus. Je vais vous présenter rapidement les résultats là, qui ont été obtenus entre 2018 et 2023. J'ai pas intégré les résultats de 2024. Donc, entre 2018 et 2023, on a comptabilisé plus de 32 000 amphibiens sur la route au cours des 2 périodes de migration. La traversée de la route, elle concerne principalement les 4 espèces de tritons qui se reproduisent sur la mare. Donc, c'est le triton crété, triton palmé, alpestre et marbré, et l'hybride entre le marbré et le crété aussi. Et avec une grosse proportion qui correspond au triton palmé, suivi du crété, et après, dans une moindre mesure, le triton alpestre et le triton marbré. Donc voilà, avec des grosses fluctuations en fait d'une année sur l'autre qui sont liées principalement pour la migration post-nuptiale en fait au niveau d'eau qu'on va avoir dans la mare au cours de la saison de reproduction, puisque plus on va avoir des niveaux d'eau élevés et des conditions favorables, plus à l'automne on va avoir des amphibiens qui vont traverser, puisque à l'automne ce sont essentiellement les immatures qui traversent. Pour donner un exemple, cette année on a battu des records
On en a compté depuis plus de 7000 à l'automne. Donc voilà, et en moyenne, en fait, ces données de migration, elles nous permettent d'avoir des estimations des flux migratoires en moyen par heure pendant chaque période de migration. Et au printemps, on a à peu près 45 amphibiens par heure qui traversent la route. Et à l'automne, on est un petit peu plus, on a 143 amphibiens par heure. Et cette année, on avait battu des records, on était à peu près 370 amphibiens par heure en moyenne. Enfin, voilà. C'était assez impressionnant. Et après, en fait, ces données, on les extrapole à l'échelle à la fois de la saison de chaque saison de migration et sur l'ensemble de l'année. Et en moyenne, on estime entre 8500 et 27 000 amphibiens qui traversent la route chaque année. Donc voilà. Après, pour l'efficacité du dispositif, c'est quand même un dispositif qui est très efficace. Ça permet pas de stopper, enfin, la mortalité, hein, mais en tout cas, ça la réduit quand même assez largement puisque on a réduit de 75% en moyenne la mortalité sur la route qui longe la réserve. Voilà. Merci. Donc, voilà, je vais essayer de faire aussi rapide. On prendra les questions après. Du coup, si tu peux passer la dia. Donc, ça, Ouais, c'est la tourbière du Grand Lin. Ça, on la voit au milieu des collines. Donc, voilà, d'abord, ça a été un ENS en 92 qui a été classé en réserve nationale avec donc une originalité, c'est qu'il y a un périmètre de protection autour de la réserve naturelle qui est d'ailleurs en ce moment, qui va passer en enquête publique pour être une augmentation, qui va être largement augmentée, entre autres pour tenir compte de l'hivernage des amphibiens. Et puis l'ensemble du bassin versant pluvial, topographique, donc est dans Natura 2000, et l'ensemble de ces, de ces sites, de sites règlements, donc sont gérés pour l'État, donc par le CNISER, le conservatoire, depuis le début. Voilà. Donc, juste pour dire que la tourbière, là, elle est au milieu. On voit le bassin versant en vert, la tourbière en bleu. Notre en fait, zone d'étude est beaucoup plus large. Et en fait, on travaille à l'échelle d'une ZIF, une zone d'influence fonctionnelle. Et là, pour les amphibiens, on a même dû travailler à l'échelle de la ZIF étendue pour aller chercher en fait la connectivité à droite entre le Grand Lac de Paladru, plus grand lac privé de France, et puis à gauche des collines où il y avait du triton ponctué. Et cette connaissance, en fait, on ne l'avait pas au niveau du réseau associatif naturaliste voilà, départemental, donc il a fallu qu'on le fasse. Pour pouvoir gérer efficacement le milieu, en fait, il fallait connaître ce qu'il y a autour. Donc tous les points qui sont là sont des pièces d'eau, des mares, mais des bassins, des choses comme ça, avec chacun une note d'état de conservation. Voilà, donc ça, c'est un autre travail, mais c'était important pour dire que la connaissance était bien plus large que sur le site ponctuellement. Voilà, on ne défend pas une espèce, on ne la protège pas si on n'a pas son contexte tout autour. Diapo, ouais. Diapo suivante, merci. Donc voilà, juste tu pour... l'as, non? Ouais, c'est bon, elle est apparue. Ouais. Donc quelques photos, mais bon, vous connaissez les anours pour voir la diversité. Donc on n'a pas, c'est pas très loin, mais sur le site, ça s'y prête pas à ce qu'il y ait le calamite ou la lite. La grenouille de Lesson, on a des gros doutes, mais bon, tant qu'on n'a pas fait la génette, on ne la nomme pas pour l'instant. Donc suivante, vous allez voir aussi les urodèles sont bien présents. Donc voilà, et que localement, enfin, c'est le seul site où il y a les 4 espèces de tritons ensemble pour la région, l'ex-région Rhône-Alpes. Plus donc les salamandres. Le triton palmé faisant également l'essentiel des effectifs. Ouais, suivante. Donc voilà la tourbière. Donc c'est 50 hectares d'un vieux lac coincé dans les collines, hein, de la rencontre de deux glaciers, de l'Isère et du Rhône. Donc la tourbière a 15 000 ans. Donc voilà, et de l'eau libre, ça évolue pas trop. Simplement, la principale chose qu'on peut noter, pour la tourbière elle-même, c'est en fait la qualité de l'eau et le fait de l'enrichissement. Ce qui fait qu'il y a une dynamique végétale qui s'est enclenchée, qui est donc différente de la dynamique naturelle, puisqu'on n'a pas l'herbivorie, tout ça. Donc il y a une densification de la végétation. En dehors de ça, ça n'a pas trop changé. Par contre, les versants, vous voyez un petit peu des coupes là dans les bois, c'est des coupes à blanc de l'époque. C'est devenu une catastrophe. Voilà. Donc là, le plus gros changement, en fait, c'est les boisements. Diapo suivante. Du coup, vous voyez là, cette route était identifiée depuis très longtemps par les services des routes, etc., comme ayant des écrasements d'amphibiens.
Sauf que, en fait, dans les années 90, la route a pris 1,50 m de large en plus et l'enrobée est devenue de très bonne qualité, alors qu'avant elle était très glissante, elle était réputée pour être, dangereuse comme petite route, sinueuse et suite à ça, en fait, les effectifs, les hécatombes, en fait, sont devenus plus d'hécatombes et quand on a fait les premiers relevés en 96, je crois qu'on avait, 1 200 amphibiens seulement. Donc, ouais, diapo suivante, on a mis en place un système de, voilà, de filets temporaires, hein. Alors, si vous voulez le petit jeu, il y a 2 voitures de l'époque, je ne sais pas lesquelles c'est, le modèle, mais donc les photos, voilà, entre 96 et 2004, donc on a fait ce suivi avec le seau, le filet, avec une méthode qu'on a, élaborée petit à petit, parce que, voilà, ce qui se faisait ailleurs n'était pas, à l'époque, forcément satisfaisant, entre autres pour les tritons. Il y a vraiment la problématique, on capture pas de la même manière des tritons que des gros crapauds, voilà. Diapo suivante. Donc, du coup, avec tout ce suivi, en 2004, le département a investi, sur, donc, 1 kilomètre, donc de passage à petite faune, donc, voilà, qui est représenté par 14, traversées, doubles traversées sous la route. Donc souvent quand, voilà, quand on nous demande le coût, que ça représentait, on rappelle que c'est un quart du rond-point qui est juste à côté dans la commune, puisqu'on a un rond-point à 1 000 000, donc ça met les choses à leur place, voilà, 260 000 € à l'époque pour cet ouvrage, donc je vais vous en parler, voilà, plus précisément. Voilà, donc ça a été un choix de travailler en extrusion pour avoir, donc un linéaire en fait, qui n'est pas en préfabriqué côte à côte, mais bien une extrusion tout en long, autoportée en fait, les préfabriqués sont limités aux endroits où il y a les passages sous la chaussée et vous voyez qu'il y a 2 conduits en fait en parallèle, un pour l'aller et un pour le retour en fait. C'est le principe, qu'on appelle souvent le principe, modèle suisse, en fait de Guibertou, qui est basé sur le phototropisme, donc avec un sens, séparé. Une petite innovation de l'époque aussi, on a mis les conduits, pas perpendiculaires à la chaussée, mais un peu en diagonale, ce qui fait que il y avait moins d'impact, il y a moins d'impact, et donc de déformation de la chaussée quand un camion passe. En fait, ça fait pas un obstacle de la même manière, les roues passent l'une après l'autre. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui ont été faites à l'époque. C'est le premier, en Isère, qui, s'est lancé dans vraiment quelque chose, de très ambitieux, de création de passage à faune. Ils en ont fait quand même pas mal. Ils continuent d'ailleurs, l'effort est toujours là. L'année dernière, il y en a de nouveaux qui ont été réalisés de passage à petite faune et donc en profitant de l'expérience, entre autres, du Grand Lins, qui était le premier sur ce modèle. Vous voyez avec des bus qui sont pas rondes, mais des conduits qui sont carrés. Parce qu'en fait, les urodèles supportent pas les conduits ronds. Ils s'épuisent à trouver le chemin dans le rond, en fait, au lieu de traverser. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut, au niveau de la biologie, adapter et qu'on continue d'adapter et les cahiers des charges évoluent en conséquence. Diapo suivante, Marie-Léa. Ah, passe pas. Voilà, donc, dans le détail, vous voyez, il y a l'entrée en fait, où il y a un couvercle en fonte, là, c'est l'entrée d'un puits, en fait, là où ça capture les amphibiens. Et en fait, cette entrée se trouve dessus, en fait, une sortie qui passe par en dessous. Donc, il faut imaginer que les 2 conduits sont en fait inclinés l'un en travers de l'autre et passent l'un en dessous de l'autre, en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a un sens de circulation. Vous voyez là, enfin voilà, là, il y a la lumière, qu'il faut que la sortie soit bien dégagée et que l'entrée soit bien fermée. Donc quelque chose qu'on a fait, en fait, on n'avait pas identifié le problème que le coût du métal, par exemple, tous les couvercles en fonte ont été modifiés, par des couvercles en béton et on se les fait plus piquer parce que les couvercles, tout ce qui était plaques d'égout et cetera, dans toute la commune, il y a eu un vol généralisé et en fait, le passage à faune ne marche pas du tout si, la lumière n'est pas empêché de passer, à l'entrée, puisqu'il faut qu'il y ait plus de lumière à la sortie. Donc voilà, ça rendait inopérationnel. Donc on a modifié tout ça, par du béton. Alors c'est pas dans les catalogues habituels, mais on a trouvé et ça va très bien. On se fait plus piquer les couvercles en béton. Et donc en amont, c'est un collecteur en U, parce qu'en fait, il faut que les animaux, en particulier donc les amphibiens, soient bien, obligés de traverser, parce qu'au départ, ils refusent l'obstacle. Quand c'est nouveau, en fait, c'est un obstacle et qu'ils refusent, ils peuvent faire demi-tour.
Donc le fait qu'ils tombent dans un U, ça les oblige à suivre le caniveau et à tomber dans les puits. Alors qu'au retour, on laisse, vous voyez sur la diapo du milieu, c'est juste un muret en L, puisqu'en fait le retour se fait entre le mois de juillet pour les retours des émergents, voilà, jusqu'à l'automne, même un peu plus tard. Diapo suivante. Donc voilà le système de puits. En fait, c'est un préfabriqué en béton et il y a une maçonnerie, un toboggan qui est réalisé pour tomber dans un coude en PVC. Tout fait 40 centimètres de section. L'idée, c'est que ça puisse aller jusqu'au renard blaireau. Le blaireau, d'ailleurs, ici, l'utilise. Voilà, donc c'est ce principe-là. Je crois que j'ai une autre diapo après, mais vous voyez là, par exemple, à l'époque, on avait validé les pentes à 50%, comme quoi elles étaient bonnes pour que les animaux tombent dans les coudes en PVC, dans le puits d'accès. Et en fait, voilà, il y a une diapo après, mais vous verrez, les émergents en fait, passent dessus sans s'en rendre compte. Donc tout ça, c'est basé sur des suivis. Donc les animaux, évidemment, ils passaient en routine, ils n'avaient pas besoin de nous pour passer dans l'ouvrage, mais donc comme c'était le premier, il fallait l'évaluer. Et puis c'est un des objectifs de la réserve naturelle, hein, d'être un laboratoire comme ça. Donc on a fait ce travail tous les ans. Et donc voilà, les animaux sont passés en nombre, personne restait dans le caniveau, enfin voilà, ça a bien fonctionné. Donc avec, vous voyez, une nasse qui a dû être réfléchie pour ne pas obstruer la lumière. Parce que si la nasse, on avait mis la caisse en plastique, par exemple, directement à la sortie, en fait, la lumière n'entrait plus par la sortie et les animaux n'y seraient pas allés. Pour vous donner un exemple assez marquant, quand on s'est fait piquer les plaques d'égout, les plaques de regard d'entretien, en fait, tous les animaux, le lendemain, ils étaient restés dans le toboggan d'arrivée. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas traversé. On a mis des planches avec un galet posé dessus en attendant de racheter des. Et ben en fait, dans l'heure, ils avaient tous traversé. Parce qu'en fait, le fait de mettre une planche avec un galet, bon, le galet, c'est juste pour que ça tienne, mais de mettre une planche, on a obscurci et ils ont vu de l'autre côté la sortie. Sinon, ils ne la voyaient pas puisqu'il y avait plus de lumière à l'entrée qu'à la sortie. Donc ça, c'est vraiment le principe du phototropisme. Il faut que les animaux n'hésitent pas et traversent le plus rapidement possible, en sachant que les animaux qui ont la plus grosse fitness, c'est ceux qui passent en premier, en général. Donc voilà, c'est ceux qu'il faut vraiment qu'ils aillent à l'eau pour assurer la reproduction. Diapo suivante. Donc voilà les effectifs. Alors c'est pas très comme ça très réjouissant sur le graphe, en sachant que ça c'est qu'un suivi partiel, parce qu'au début on suivait pas le même nombre de bus sur les 14 passages. Mais avant, donc en 2000, je crois, 2001, on était à 24 000 amphibiens quand on suivait avec le filet Lesso. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plusieurs phénomènes, hein, et entre autres le fait que des coupes de bois énormes en fait sur tous les versants, et avec un hivernage, on voyait que l'immigration était déplacée par rapport au passage à faune. Voilà, donc il y avait des évolutions, mais vous voyez, et donc là 2023, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais ça remonte encore. Mais n'empêche que ces dents de scie, si on fait la tendance, elle est lourde et elle est à la baisse, quelle que soit l'espèce. Diapo suivante. Donc on a fait, parce que il faut retenir quelque chose, c'est que quand on fait un suivi de population, on suit la population. On ne suit pas l'efficacité de l'ouvrage. Les animaux, ils passent dans un conduit, c'est la seule information qu'on a. C'est pas un mur. Donc on sait que les animaux passent. En fait, pour évaluer l'efficacité d'un ouvrage, il faut savoir ce qui veut passer par rapport à ce qui passe réellement. Et c'est comme ça qu'on a une idée voilà, de la réussite ou pas. Sinon, on fait un suivi de population et voilà, si la population baisse, c'est pas parce que l'ouvrage ne marchera pas. Enfin voilà, c'est. N'empêche que voilà, ça posait des questions. Donc on a fait beaucoup de télémétrie, donc en équipant une centaine de femelles crapauds communs pour avoir le domaine vital, hein, voilà, les vernages. Diapo suivante. On a aussi fait ce qui a vraiment été bien marché, et puis Lyon était à la pointe sur le sujet à l'époque. Donc c'était le dosage des corticoïdes en fait. Ça permet de mesurer le stress qu'éprouvent les animaux en migration, et c'est très très fin. C'est-à-dire que avec les corticoïdes dosés dans la salive, on sait le stress que les animaux ont éprouvé dans le quart d'heure, alors que dans les urines, c'est le stress qu'ils ont éprouvé dans l'heure. Donc tous ces prélèvements sont mis en coton, micro-pesés et envoyés en centrifugeuse à la fac. Et ça nous a permis en fait de voir que les crapauds mâles éprouvent un très grand stress dans le caniveau. Et en fait, c'est parce qu'ils se sautaient les uns sur les autres.
Et quand ils avaient traversé, le stress était entièrement retombé comme avant, en fait, avant d'arriver au passage à faune. Et pour les femelles, elles avaient ni de stress avant, ni dedans, ni après. Des vrais bulldozers qui traversent, voilà, en traversant sans aucun stress, alors qu'avec le dosage des corticoïdes, ils arrivent c'est Agnès Janin qui a travaillé là-dessus, à doser, par exemple, si un crapaud traverse 100 mètres de prairie, il n'éprouve pas le même stress que 100 mètres de labour, par exemple. Pour vous dire que c'est très fin comme dosage, et que là, on a mesuré qu'en fait, c'était tout à fait perméable. Donc ça, pour nous, c'est très efficient. Diapo suivante. Par contre, on a fait plusieurs années d'éthologie, tout ça, c'est assez compliqué avec les émergents parce qu'en fait, ils sortent en masse, mais en même temps, sous la pluie, pendant les orages, au mois de juillet. Et en fait, on s'est rendu compte après, en mettant des petits appareils photo, etc., que la pente que vous voyez là, à 50%, qu'on avait validée pour les adultes, en fait, ne fonctionne pas du tout pour les émergents. C'est une cata. En fait, ils ne tombent pas dans les puits. Donc, en fait, 90% passent au niveau des puits sans tomber dedans. Et vous imaginez bien qu'un petit animal comme ça s'épuise assez rapidement. Et s'il arrête de pleuvoir, il est embêté parce qu'en fait, il doit retourner à l'endroit où il y avait de l'eau puisqu'il s'abreuve par le ventre pour garder l'humidité. Donc, il a vraiment fallu travailler sur ces émergents. Et c'est une question, en fait, dans le monde, on n'avait pas trouvé d'autres infos. On a fait beaucoup de choses. On a essayé le radar harmonique, on a essayé plein de choses. C'est compliqué parce que c'est tous des animaux. Voilà, diapo suivante. Donc voilà, on a fait des adaptations. Du coup, vous voyez la diapo du milieu, c'est celle dont je parlais en bas. On a rebiseauté. C'est-à-dire que les pentes à 50%, elles sont devenues à 90%. Et là, les émergents, ils tombent dedans. On a recoupé la rupture de pente qui était pour les adultes, pour que les émergents aussi ne s'épuisent pas en fait, parce que vous imaginez bien que les buses sont à peu près espacées de 50 mètres. Donc quand on fait cette taille-là d'un émergent, en fait, on s'épuise avec des grandes longueurs. Ensuite, la bavette en caoutchouc, vous voyez, au tout début, pour que ce soit pérenne, ils avaient proposé dans le préfabriqué des bavettes en béton. Et en fait, le blaireau, le renard ne passait pas. Donc ça a été modifié également, avec la bavette qui s'ouvre dans le bon sens, évidemment. Le bout des ouvrages, quand le passage à faune se termine, il se termine en général pas par un tuyau. On a envie de faire un mur de l'autre côté pour qu'il serve plus le tuyau. Voilà, donc plein d'écrasements à chaque sortie, à chaque extrémité, aux quatre extrémités du passage à faune. Et donc, du coup, l'idée, c'est de les fermer et de mettre un couvercle. Parce que sinon, en fait, ils essayent de monter dans les angles, alors que s'il y a un couvercle, en fait, vous voyez le pointillé, ils font demi-tour, parce qu'il n'y a pas la lumière. Voilà, c'est des petits aménagements, et qui sont tout petits, mais très fonctionnels. Sinon, à la sortie, tous ceux qui, malheureusement, avaient tourné à gauche ou tourné à droite pour aller vers la buse, en fait, ça arrivait sur la route. Pareil, toute la diapo en bas à gauche, on a refait les rampes de sortie, parce que les émergents, ils font des petits bonds. Alors, ils grimpent n'importe quoi, sauf qu'en fait, ils s'épuisent pour rien. Et ils sont à découvert, des fois en pleine journée, quand il pleut, voilà, et ils se font picorer par les corneilles, entre autres. Voilà. Et puis oui, donc un aménagement, j'ai juste mis le petit croquis que j'avais fait il y a quelques années, mais qui a été mis en place là en 2024 sur un site en Isère, par le département. Justement, c'est une petite. Donc l'idée, c'est d'utiliser soit du caoutchouc, des bandes de caoutchouc, mais un truc qui marche bien par chez nous, quand il y a des carrières, c'est de récupérer les vieux tapis de carrière, de les découper. En fait, c'est assez souple, et même si un véhicule sort de route, en fait, il abîme pas le support, donc on split. Ça évite en fait aux animaux de monter le mur, parce que voilà, il y en a qui grimpent très très bien. Un passage à faune, ça demande pas mal d'entretien. C'est pas parce qu'il est en place qu'il fonctionne tout seul. Voilà, ça mérite d'être suivi et évalué. Euh, je crois que c'était tout ce que j'avais mis pour pas faire trop long. Ouais, voilà. L'idée étant de laisser la place aux discussions. Merci Grégory, merci Marie-Léa. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main si vous voulez ou écrire dans le chat si vous préférez que ce soit moi qui lise. Dans le chat, il y avait Karine Limaton qui a partagé un exemple du marais du Cré sur Loire. Après, il peut y avoir une question sur comment on choisit ou pas le modèle suisse versus le modèle qu'on appelle allemand. Allemand, en fait, qui est avec des plus gros tuyaux qui sont donc à double sens.
Il y a Yann qui voilà, mais donc c'est un vrai choix en fait, et ça se discute en fonction de la topographie de l'endroit où on est. On peut pas mettre des systèmes allemands partout. Il y a plein d'endroits où ils ont été mis parce que c'est un peu moins cher, et en fait, ça fonctionne pas du tout. Donc quand on doit démonter un ouvrage, qu'on a mis en place pour des crapauds grenouilles, ça fait des ordres, et c'est pas voilà, il vaut mieux s'assurer que ça fonctionne avant et de faire le bon choix, quoi. Yann? Tac, super intéressant. Je suis désolé, je suis arrivé en retard pour la première intervention. Je voulais savoir si tu avais fait un rétex sur ce volet-là et si c'était accessible notamment à tous les conseils type CSRPN. Tu vois, ça serait intéressant. CSRPN, CNPN, moi, il y a des choses que j'entends pour la première fois ici et on lit des dossiers à longueur de temps, donc ça serait vraiment cool, parce que c'est des petits détails, c'est des aspects très techniques, mais c'est souvent euh, dans les détails que se cache le diable, et donc ça serait intéressant d'avoir tous ces éléments-là. Alors peut-être que ça existe déjà, mais j'en ai pas Non, connaissance. en fait, avec Florent, on avait monté le projet là. Il devait y avoir un thésard financé par le département de l'Isère, ça s'est pas fait. Ça devait commencer dès cette année d'ailleurs, justement pour faire cette compilation et faire un guide qui soit au-delà des conseils généraux du CEREMA, par exemple. Parce que, enfin, il suffit de mal le faire pour que ça marche pas. Il suffit de bien le faire pour que ça marche très très bien. Donc, et l'idée aussi, il y a souvent la confusion, ce que je disais tout à l'heure, de croire que parce qu'il y a une évolution interannuelle des effectifs, qu'en fait que c'est lié à l'ouvrage. Mais non, c'est une évolution déjà de la population, du peuplement local. Donc, pour savoir si c'est l'ouvrage en est responsable, ben, il faut justement aller creuser la question. Et nous, par exemple, on s'est auto-invalidé les pentes, etc., pour les émergents, parce que si on perd, on s'en rend pas compte les premières années, si on fait 3 années de suivi. Alors qu'en fait, si on n'a pas de renouvellement de population parce qu'on n'a pas les émergents, eh ben en fait, on fusille nos peuplements voilà, assez rapidement, hein. Donc, et franchement, c'est tellement dur à travailler sur ces petites bestioles que voilà, c'est bon, voilà. S'il y a d'autres exemples, j'en connais pas beaucoup, hein. Donc, ça m'intéresse d'avoir des retours d'expérience, mais ce guide n'existe pas parce qu'on devait y travailler avec RNF. Bon, tu entends cet appel du cœur. Si tu peux, même de manière assez informelle, moi je peux relayer l'information ou, auprès de collègues de CNPN et qui peuvent rediffuser. Enfin, toi, je peux servir de trois bandes dans le billard pour faire passer les infos, en tout cas. Mais c'est hyper important, comme tu dis, quelque chose qui est mal mis en place et pendant des années, il va avoir un effet de sape majeur sur du moyen terme. Et après, on se dit, tiens, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus les bestioles, c'est pourquoi. Donc voilà, très preneur en tout cas de tout ça. Merci pour ces D'accord. détails et ton Alors, truc. voilà, Je le vois. retour qu'on a fait, hein, c'est qu'en Isère, donc je disais, le département vraiment s'est lancé dans une démarche. Il y a beaucoup de passages à faune en Isère. Et on a eu en commun une stagiaire il y a 2 ans déjà, qui a fait l'inventaire. En fait, justement, on s'est rendu compte que, allez, au moins les 3 quarts des passages à faune, par manque d'entretien, n'étaient plus fonctionnels. Parce qu'il suffit qu'à un moment donné, il y a une voiture qui sorte de la route, et en fait, derrière, il faut y aller, parce que sinon, la buse, elle est bouchée. Sinon, enfin voilà, etc. Donc là, l'ouvrage du Grand Lins, il a 20 ans. Exactement. Et donc, du coup, là, par exemple, en fin d'été, on est allé avec le service des routes, avec une suceuse de bord de route, en fait, pour faire l'aspiration des conduits, parce qu'il y avait à un moment donné une grosse sédimentation. Et ce qui fait que ben, les animaux, ils arrivaient à passer, mais en fait, il manquait de lumière. Et on arrivait à voir que ça marchait moins bien. Bon, ben voilà, ça, c'est des choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'un entretien si tout va bien. Mais si une année, un véhicule sort de la route, si une année, il y a plein de feuilles, des branches qui tombent et elles ne se mettent pas comme il faut, enfin voilà. L'autocurage par le blaireau qui passe dans les conduits, c'est sur le principe, hein. En vrai, il ne le fait pas vraiment, hein. Et nous, on avait un blaireau, mais en fait, il stockait du matériau même dans un des conduits. Parce que c'est une température assez tempérée et il était tranquille à cet endroit-là. Je voyais qu'il y avait une question sur la télémétrie. En fait, à l'époque, on avait la chance d'avoir Pierre Joly au labo de Lyon qui avait les autorisations là, pour faire de la chirurgie. Donc, en fait, on avait mis les émetteurs qui émettaient à partir de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, je crois, tous les jours pour gagner de la pile. Et en fait, on a pu suivre nos crapaudes pendant 3-4 ans. Voilà. Donc, le domaine vital, on l'a fait avec ces crapaudes-là. Et on a eu une information qui était originale, on s'y attendait pas du tout, mais elles ont été beaucoup mangées par des couleuvres vertes et jaunes, alors qu'on s'y attendait pas.
Donc on ne sait pas si c'est un biais parce que comme on mettait l'émetteur il était gros comme ça. Bon, c'est vrai, je ne vois pas trop, mais 2 par 3 centimètres, on va dire, en résine époxy, là, et donc inerte. Mais peut-être que ça pouvait modifier la manière, vous savez, qu'ils ont de se défendre en se tenant droit sur leurs pattes. Donc, et bon, bah voilà. En tout cas, à un moment donné, en télémétrie, on suivait, puis on arrivait sur une grosse couleuvre, ça faisait bizarre. Mais parce qu'on cherchait sous les feuilles, et voilà, ça fait toujours un petit choc au lieu de trouver une crapaud. Voilà, après, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Émilie, si tu as vu d'autres. Si, peut-on connaître le coût des tests sur les taux de cortisol des crapauds? Ah, ouais. Alors, les plaques, maintenant, c'était fait un peu en routine. Et c'est ça qu'on voulait lancer avec Lyon. J'ai plus le chiffre en tête. C'est plus si cher, en fait, de faire les manips. Mais par contre, il faut la disponibilité de la personne. Donc, c'est toujours une question on programme à l'avance. Ce qui est, après les dosages, nous, de corticoïdes, du coup, on les fait forcément le soir. Parce qu'il faut attraper les animaux avant qu'ils n'arrivent dans le passage à faune. Une fois qu'ils sont dans le passage à faune, et puis juste à la sortie quand ils tombent dans les caisses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contexte local joue. Vous imaginez bien que si vous avez, juste avant le passage à faune, si vous avez le parking d'un supermarché, c'est pas le même stress que si vous avez une forêt très sympa. Donc, il faut vraiment se faire du local parce que voilà, c'est adapté au paysage et les crapauds sont des bons indicateurs du coup, avec un bon modèle pour la rugosité du paysage, justement. Puisque voilà, ils refusent des obstacles, enfin voilà, ils stressent et le stress se mesure assez bien. Donc dans le quart d'heure dans la salive, voilà, il faut être assez rapide, mais ça marche. L'urine, on n'avait pas gardé l'urine finalement, parce que c'était un trop grand délai. On a une autre question, c'est à savoir si le cahier des charges est consultable. Lequel de cahier des charges? Ah oui, pour J'imagine celui les que vous avez ouvrages? utilisé, et peut-être Marie-Léa Ouais. aussi. Alors, les cahiers des charges, tout, je sais pas, chez nous, tout est public et voilà. Mais une des questions j'invite vraiment à se poser quand on regarde un cahier des charges, justement, c'est ce que je disais par rapport au système allemand, par rapport au système suisse, c'est est-ce qu'on le fait, ce passage à faune? Parce que oui, on a un problème d'écrasement, de migration, etc. Mais si je vous donne un exemple qui a été fait dans le département aussi, hein, c'était prévu de faire un ouvrage, entre autres, surtout pour des crapauds. Mais on est parti du principe que c'est pas parce qu'on voyait pas les tritons qu'il y en aurait pas ou qu'il y en avait pas, donc on faisait quand même que des conduits carrés. Sauf que au moment de faire les travaux, ils se sont rendus compte qu'il y avait un réseau en plus qui n'avait pas été identifié. Donc on ne pouvait pas bouger la fibre. Donc au lieu de faire des tuyaux de 40, ils ne pouvaient plus passer que des tuyaux de 30 centimètres. Et ben en fait, il n'y avait pas assez de lumière. Et quand on est dans ce cas de figure, ben on ne le fait pas le passage à faune. On ne fait pas un truc pour faire un truc, on le fait pour que ça marche. Donc si on a vu qu'il fallait, donc par exemple, un des tests qu'on a fait là, c'est mesurer le nombre de lux qu'il y a entre l'entrée et la sortie. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le différentiel. Ben, vous savez, enfin, vous voyez bien, vous imaginez bien que c'est la nuit que ça se passe, mais la capacité de détection des photons par les amphibiens n'est pas la nôtre. Et ce qui compte beaucoup, c'est il faut vraiment que la sortie soit plus lumineuse que l'entrée. Donc c'est ce delta qu'il faut pouvoir mesurer pour voir l'efficacité de l'ouvrage quand on est en phototropisme. C'est pas le système, donc c'est le système suisse. Donc pour citer, je l'ai pas dit peut-être tout à l'heure, c'est Guy Berthoud qui a travaillé là-dessus à l'époque. Et voilà, et donc dans ce cas-là, il ne fallait pas le faire. Voilà. Donc une part du diagnostic, c'est quand on arrive, il faut faire comme Marie-Léa, il faut voir si en faisant de la pédagogie, on arrive à ne pas faire d'ouvrage, parce que si on arrive ça coûte un peu cher, et puis à entretenir, etc. Donc quand on peut faire une fermeture de route temporaire, parce qu'on arrive à s'arranger avec les 2-3 propriétaires concernés, nous on a essayé, hein. Les gens ils ont pété les barrières, on avait mis un arrêté avec une limite de vitesse, ça marchait pas, ils ont enlevé les panneaux, et puis ils roulaient vite quand même. Ben voilà, et donc face à tous ces échecs, c'est pour ça qu'on est arrivé à faire un passage à petite faune. Parce que les amphibiens, s'il y a une voiture par minute, et chez nous c'était le cas, c'est une petite route pourtant, hein, et ben c'est 90% des crapauds qui sont écrasés. Et les tritons, c'est sûrement plus. Parce qu'en fait, c'est pas le passage simplement la largeur des roues qui compte, c'est tout le passage du véhicule. Parce qu'en fait, le passage d'un véhicule qui passe à plus de 30 à l'heure, la déflagration, quand ça passe, en fait, ça claque l'animal sous la caisse et il est mort. Donc il est en bon état. Mais si vous venez un peu avant le lever du soleil, vous allez voir qu'en fait, il y a les corneilles qui sont là et qui picorent tout le monde. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte pour savoir si on fait cet ouvrage ou pas, quoi. Le meilleur Pour choix étant apporter une pas. précision, pour Vauville, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans le diaporama, mais ça n'a pas été accepté dès la première année, hein. On a eu les barrières cassées à la hache, des graffitis sur les routes, etc. Enfin voilà. Après,
on essaie pas mal de communiquer sur l'intérêt, de communiquer sur les résultats aussi des suivis. Enfin, via la presse locale, j'ai invité les gens qui étaient sceptiques à participer au suivi. Et il y en a qui sont venus et en fait qui ont complètement changé d'avis après. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup de communication en amont, mais aussi après pour ça, que ça soit accepté parce que là, c'est pas encore hyper accepté à Vauville, hein, ça passe. Cette année, ça s'est bien passé. Mais l'année dernière, bah, par exemple, on avait prévu au départ maximum 3 semaines de fermeture à chaque période de migration. Et l'année dernière, ça a duré assez longtemps. On a eu de la pluie quasiment tout le temps. Et puis on a eu, c'était en 2022, enfin je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, bref. Et en fait, on a fermé, je crois, 5 jours de plus que ce qui était prévu. Et en fait, en réponse des locaux, on a eu encore la barrière cassée à la hache. Mais ça va, on est assez efficace avec mes collègues qui me filent un coup de main, qui sont gardes du littoral. En général, ils nous cassent la barrière le lendemain. On fait tout pour qu'il y ait de nouveau une barrière et qu'elle soit réparée et de nouveau en place. Donc, ça va, on arrive à bien répondre à ces messages-là. Et c'est vrai qu'il suffit d'une personne. Voilà, même si tu en as Mm. convaincu 10 000, il Ouais. suffit d'un crétin. Et ouais, c'est compliqué, mais bon, voilà. Il y a c'est Robin Rica qui nous dit qu'en CEN Haute-Savoie, ils font un suivi RFID sur le crapaud commun en bordure de la réserve avec passage à faune. Et du coup, il demande si vous avez déjà mené des actions de ce type au Grand Land. Dont l'objectif, c'est de restaurer la continuité écologique Alors, à l'échelle du paysage. indirectement, oui, on a beaucoup servi de labo en nature au labo de Lyon. Donc là, c'est Jean-Paul Lénard en ce moment, enfin, c'était Pierre Joly. Et donc, ils sont spécialisés dans le paysage. Et avec Agnès Janin, justement, l'idée, c'était de se servir du crapaud comme modèle pour la rugosité du paysage, en fait. Et, euh, et donc, ça, c'est un modèle qui marche bien, ouais, que je crois qu'il est même disponible gratuitement, je crois, hein, mais et j'ai pas dit tout à l'heure, mais un autre ouvrage qui marche très très bien pour les crapauds, en fait, c'est les grands écoponts, les passages supérieurs. Parce qu'en fait, eux aussi les prennent et en fait, ils le traversent d'une manière. Il faut savoir aussi que plus vous avez un ouvrage qui est ancien et qui fonctionne, mieux il fonctionnera. En tout cas pour les adultes. Euh, Parce qu'en fait, enfin, comment dire, il y a une sorte on a l'impression en tout cas qu'il y a une sorte de trace olfactive qui reste au sol et qui fait que les suivants prennent la même route. Et voilà, il y a même Guy Berthaud qui faisait le pari de démonter ses ouvrages, d'enlever les murs, de laisser que les tuyaux, et pour voir si ça devenait le passage normal pour eux, parce qu'en fait ils sont assez précis et ils supportent pas beaucoup d'être décalés sur leur trajectoire. Une fois, on a voulu décaler un triton crété. Il a pas du tout aimé. Il est revenu à l'endroit où il est. Et je peux vous donner même un exemple qui est plus parlant encore. Il y a un soir, ça passait beaucoup, je vous dis, hein, on a eu des nuits à 3000 amphibiens. Et en fait, quand il pleuvait, donc je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et en fait, les amphibiens, les tritons en particulier, faisaient demi-tour. Ils remontaient alors qu'on était début mars. Et en fait, on a mené l'enquête et on a trouvé qu'il y avait un bénévole qui était passé. Et comme on avait un seau tous les 10 mètres, lui, il était venu avec un très grand seau. Il avait vidé tous les seaux. Il avait fait traverser les animaux, en fait, tous les 100 mètres, en pensant qu'on faisait que du sauvetage. Il pensait bien faire. Alors, et ben en fait, les animaux faisaient demi-tour et retraversaient en diagonale la route pour retrouver l'angle dans lequel ils étaient pour repartir ensuite sur le site. Donc en fait, la personne était vraiment navrée, désolée, mais voilà. Donc c'est pour dire que le choix de là où on met les bus, il ne faut pas trop les espacer si on veut que les animaux ne refusent pas l'obstacle. Voilà. Ouais, il y a une question. Oui, moi je suis sur la réserve naturelle du lac de Grandlieu. Alors, on n'a pas la problématique directement sur le lac, mais sur une commune riveraine. Voilà, c'est en zone urbaine, hein, des habitats construits récemment dans d'anciennes zones humides avec des amphibiens qui traversent vers le bois. Et la commune se posait la question voilà, de faire quelque chose pour les amphibiens
sont écrasés, se rapprochent de Nantes Métropole, mais quand même, et nous, on a été impliqués là-dedans pour donner notre avis. Moi, je découvre là les modèles suisses et les modèles allemands. Mais est-ce que dedans, ils préconisent aussi justement la fréquence des traversées le long de la route? Est-ce parce que tu as évoqué tous les 100 mètres, enfin, comment on mesure voilà, la distance en chaque traversée? Alors, il faudrait qu'il y en ait tous les mètres. Tous les mètres. Mais du coup, le compromis, c'est 50 mètres. Parce qu'en fait, on a mesuré que c'était le décalage qui était acceptable pour les animaux. En sachant qu'au début, les premières années, on a mis une petite astuce. En fait, on a mis des planches avec des galets. Chez nous, il n'y a pas de cailloux, il y a des galets. Et en fait, les animaux, ils faisaient une halte sous la planche. Parce que par exemple, ils faisaient 25 mètres et le lendemain, c'était pas les mêmes. Pour vous dire, en fait, pour voir, on avait mis aussi des petits élastiques autour des crapauds. Comme on rattrapait tous les animaux à la sortie, on savait qu'on leur enlèverait les élastiques. Donc, on se permettait de faire des suivis. Et en fait, il y en a qui faisaient une halte sous la planche et le lendemain, ils traversaient. Il y en a aucun qui restait dans le conduit ou perdu, etc. Ils ne peuvent pas faire autrement. La seule sortie, c'est les puits en fait pour traverser. Donc 50 mètres. Après, on essaye des fois d'adapter au paysage parce qu'en fait, ils sont comme nous, ils vont suivre les chemins. Donc si en bas d'un chemin, le truc qui est compliqué, c'est que le meilleur système, c'est le système de rouleau, enfin de barre canadienne, là, de passage canadien. Parce qu'en fait, les animaux suivent beaucoup les chemins, comme nous. C'est la moindre pente. Enfin, sinon, ils dégringolent. Hein. Ils avancent beaucoup en dégringolant, en roulant. On les entend tomber dans le talus la nuit. Mais voilà, donc c'est les passages canadiens. C'est important parce qu'on se dit, bah tiens, on peut pas empêcher le chemin c'est les passages de véhicules. Sauf qu'en fait, c'est aussi un des principaux passages amphibiens. Donc on est obligé de trouver une astuce et les systèmes canadiens sont vraiment les meilleurs. Euh, ouais. Après, ouais, ouais. Pour le passage allemand, on peut faire plus grand, enfin, on peut espacer davantage parce qu'ils sont plus grands. En fait, c'est la mésofaune même. Dans le passage allemand, on peut même faire passer souvent du sanglier, par exemple. Mais ça ne marche, ce système allemand, que sur les routes qui sont en remblai des deux côtés. Si vous avez d'un côté un talus, en fait, la lumière, forcément, du talus n'arrivera pas pour les sorties. Donc, en fait, ces systèmes allemands ne sont vraiment à rejeter pour tout ce qui n'est pas ouvert de chaque côté. Voilà. Je sais plus, j'avais une autre question. Merci. Oui, il y avait une question sur l'utilisation des pièges photos pour évaluer l'efficacité des crapauducs et à savoir si Ouais, vous l'aviez testé. ça faisait du parti des 3 choses qu'on voulait évaluer avec le TESA. C'était de travailler sur le détection automatique, la reconnaissance, intelligence artificielle. Donc, ça n'a pas été totalement abandonné. Il y a le CEREMA qui va essayer d'y travailler avec Alain Morand. Il essaye d'y travailler sur des pièges photos, mais c'est quand même très compliqué tout ça. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était aussi une des idées, c'était de bosser là-dessus. Nous, on voulait faire, bon, c'est pas abandonné, hein, mais il faut qu'on remonte un projet. On travaille sur 3 choses. Les corticoïdes, parce qu'en fait, ça, c'est en dehors de tout biais d'observateur. C'est factuel, quoi. Les corticoïdes sont ceux-là et point final. Ensuite, on voulait travailler pour tout ce qui était système avec le phototropisme, travailler sur la différence de luminosité entre l'entrée et la sortie. C'est pareil, ça, on met un luxmètre comme il faut et on peut le mesurer. Et le troisième, donc, c'était de travailler sur aider à une IA à avancer sur la reconnaissance des amphibiens, sachant que c'est des animaux froids qui se déplacent pas forcément rapidement. Enfin, voilà, c'est pas si simple. Voilà. Et même si on fait des pas de temps, voilà. Bon, bref, c'était une des questions, mais le CEREMA continue à se poser la question, en tout cas. Yann, est-ce que c'est directement lié? Parce que sinon, il y avait aussi des questions dans le chat. Ouais, c'est lié par rapport à la reconnaissance des individus, les IA et la photo. En fait, nous, on a une doctorante actuellement en lien avec le Luxembourg Institute of Technology qui développe un NewtCam, qui est un outil qui permet comment dire, de reconnaître l'espèce, le sexe et les individus par rapport aux taches ventrales. Après, c'est en milieu aquatique, c'est pas la même chose, mais il y a peut-être en tout cas des choses à en tirer pour permettre du coup même de dénombrer les individus, voir si c'est les mêmes, enfin, d'année en année, parce que du coup ça fait appel en Fident et compagnie, et ça permet d'analyser reconnaissance espèce, sexe, ça pose aucun problème, individu, ça dépend des espèces, c'est en cours d'acquisition, quoi. Voilà. C'est ça. Mais se rapprocher d'eux voilà. En tout cas, pour la thèse, c'était un peu l'idée, c'était de les faire passer sur une plaque de plexiglas, un truc comme ça, quoi. De les obliger. Ouais. Ça existe déjà en tout cas, en partie. Voilà. D'accord.
On a une question de Rémi Landau pour la réserve des tourbières du Jolan dans le Cantal. Il a une problématique de traverser des amphibiens sur une départementale pour rejoindre la tourbière. Et il pensait mettre en place un système de barrière avec collecte via des seaux pour évaluer les effectifs et connaître les zones de passage préférentielles. Est-ce que cette méthode est suffisante, d'après vous? C'est un préalable nécessaire pour la connaissance. Effectivement, c'est bien de savoir ce qui passe, etc. Mais pareil, il y a des sites, par exemple, où ils disaient ah bah nous, on s'est pas embêté, on a mis du grillage un peu gros, pas du grillage à poules, mais presque, hein, parce que de toute façon, on n'a pas de tritons. Ouais, mais en même temps, ils en auront jamais, parce que si les tritons ils passent à travers, ils les verront pas, quoi. Donc, l'idée, c'est comme on disait, le parti pris de dire, bah, même pour un site où on a vu que les crapauds, eh ben, on va quand même équiper comme s'il y avait des tritons. Et en fait, c'est le cas. En vrai, il y a des tritons. Parce que ils sont beaucoup plus durs à détecter, ils passent partout. Et puis le matin, en fait, les corneilles, elles picorent les tritons morts, mais pas les crapauds tellement. Donc on se retrouve avec des sites connus d'écrasement de crapauds. Et puis en fait, donc tout ça pour dire que oui, c'est bien de faire, en sachant que si on sent, après on a du mal à arrêter. Tout ce qui est dispositif temporaire, forcément n'est pas pérenne. Et du coup, on a du mal à arrêter parce que si on arrête, tout va se faire écraser. Mais il y a des sites, un peu comme à Vauville, mais il y en a un là en Isère où il y a beaucoup de salamandres et on n'arrive pas à bloquer la route. Et pour autant, il y a un talus tellement pentu qu'on ne peut pas mettre de passage à petite faune. Donc en fait, à part barrer la route, on n'a pas de solution tellement, donc les gens font du sauvetage en courant. Voilà, mais ça, le bénévolat, à un moment donné, c'est une limite, quoi. C'est compliqué. C'est vrai. Il y a une question pour Marie-Léa. Quel est votre protocole de suivi nocturne? Combien de bénévoles sont nécessaires? Vous sélectionnez les nuits pluvieuses seulement ou vous définissez une période où vous passez tous les jours? Alors, le protocole, c'est, on a à peu près à chaque fois minimum 3 bénévoles. Enfin, ça arrive des fois que je suis toute seule. Souvent, on commence les suivis dès les premiers mouvements de migration et jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui traverse. Donc, ça commence fin septembre, mais ça se termine à peu près en moyenne mi-novembre. Mais l'année dernière, c'est terminé jusqu'en début décembre. Donc, ça dure assez longtemps. Les premières années, on faisait toutes les nuits. Mais en fait, j'ai épuisé un peu les bénévoles. C'est là la limite des bénévoles, quoi. Et donc maintenant, on fait une nuit sur deux. Et le week-end, je le fais toute seule parce que les bénévoles, ils ont autre chose à faire, quoi. Et donc voilà. Et après, le protocole, c'est que on marche en ligne, perpendiculairement à la route. Et voilà, on identifie, on sexe et chaque espèce. On va les mettre dans des seaux pour les mettre de l'autre côté de la route parce que en fait on s'est rendu compte pour éviter les biais aussi de recomptage parce qu'on fait un comptage à l'aller et un comptage au retour pour éviter de recompter les mêmes individus, voilà, on les fait traverser, quoi. C'était ça l'idée. Et puis aussi et on sélectionne pas les nuits pluvieuses. Justement, on fait même les nuits sèches pour éviter aussi les biais, parce que si on privilégie que les nuits pluvieuses, on aura des chiffres énormes. Là, ça permet d'avoir une vision un peu plus réelle de ce qui traverse sur toute la période de migration. Merci Marie-Léa. On a aussi une question, mais je pense qu'on y a en partie déjà répondu. Avez-vous fait une publication sur le suivi d'efficacité de ce passage à faune au regard des amphibiens, Urodel et Anour? Alors, si c'est pour le grand lin, ça pourrait être une question à Hugo, si c'est la même famille, mais non, parce qu'en fait, le suivi, on le continue, parce que justement, à chaque fois qu'on voulait l'arrêter, le conseil scientifique dit non, non, surtout pas une chronique aussi longue, il ne faut pas arrêter. Sauf qu'en fait, on n'arrive jamais à trouver le temps de faire quelque chose de bien. On comptait encore une fois sur ce fameux 3 ans avec un thésard pour faire cette synthèse, et là, on est un peu sec du coup, parce que ça mérite d'y passer un peu de temps, parce qu'en fait, on voit une baisse des effectifs en dents de scie qui n'est pas la même suivant les espèces. Par exemple, on a fait une opération de gestion, on a vu que le triton ponctué répondait bien, alors que sinon il était des fois marginal. Enfin, voilà, et tout ça, ça mérite de passer du temps et de le mettre en parallèle comment dire, l'occupation du sol, en fait, du paysage. C'est-à-dire que
Quand on a une forêt qui est une futée vraiment très stable et qui est assez ancienne, on n'a pas du tout le même habitat, entre autres pour les crapauds, qu'une coupe à blanc où ça peut-être favorisera un peu les tritons qui sont plus thermophiles, mais voilà, c'est pas. Donc, si on peut pas mettre ça en parallèle, on va pas sortir grand-chose, que le graphe lui-même. Donc, mais on voulait y travailler, on n'abandonne pas, mais on espère le faire. Ouais. Du coup, pour finir, il y a juste une remarque. Il y a un stage du CEREMA qui est apparemment prévu pour continuer le travail sur les IA et les pièges photos. Ouais, ça doit être avec Alain, je pense. Ah, on a une dernière question, donc on va s'arrêter là. Enfin, je vous la pose, mais ensuite, c'est déjà l'heure. Pour l'étude des domaines vitaux et des quartiers hiver-été, la télémétrie a été évoquée. Et sur la première présentation, le bureau d'études avait proposé des études avec GPS. Il y a un point d'interrogation. Oui, en fait, oui, ça avait été proposé et c'était de la télémétrie aussi. Ça n'avait pas été retenu parce que c'était coûteux et du coup, ça permettait pas d'agir, enfin, directement en fait, enfin, et rapidement sur les problèmes de mortalité sur la route. Donc, c'est dans les projets du plan de gestion de la réserve, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas les financements pour le faire. Alors, pour parler de la grande plasticité des amphibiens à trouver un site d'hivernage, etc., a priori 3 ans leur suffit c'est pour changer l'angle de migration, etc. On vous invite au prochain groupe amphibien qu'on co-anime donc sûrement en mars, voilà, avec RNF et à la Mare de Vauville. En tout cas, le lieu est choisi, il reste à trouver le bon créneau. Merci beaucoup, Marie-Léa. Merci, Grégory. C'était très Merci. intéressant. Je vous laisse juste si vous avez un dernier mot à dire, à partager pour clôturer. Et ensuite, je vais couper l'enregistrement. Voilà, non, on vous attend nombreux, en tout cas, à l'inscription. Et puis aussi, quand vous adhérez au groupe, la commission biologique, de bien cocher la case groupe amphibien. Et puis, si vous avez des problématiques, et surtout, voilà, on va lancer, cette année, c'est vraiment de faire l'inventaire par rapport, travailler sur tous les suivis pop amphibien, enfin, mais le pop amphicapt, etc., parce que RNF, on allait un peu plus loin que le pop prévu par la SHF. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire remonter et compiler tout ça cette année. Merci à tous. Et